Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours d'introduction à la philosophie du langage. Bonjour. Quelques petites annonces pour commencer. Vous avez tous reçu, je pense, 2 emails cruciaux, très importants, du film qui organise 2 événements géniaux. Je ne vous ai pas dit, c'est super ce que vous avez fait. La première chose, c'est vous avez une projection. Alors, je ne sais pas comment vous avez eu les droits pour faire ça à l'université. Vous m'épatez. Vous n'avez pas eu les droits. C'est pirate, c'est pas grave. C'est très bien. Il faut y aller dans tous les cas. De Everywhere, Everything, je ne sais plus le titre. Là. All at Once, jeudi. C'est très bien que vous fassiez ça ensemble, que vous discutiez entre philosophes, bonjour, de tout ça. Donc, je vous encourage à y aller. Et la deuxième chose, la date n'est pas encore fixée. Vous me complétez. Aricia, Patricia, Elisa, si j'oublie des choses. La date n'est pas encore fixée, mais il va y avoir une Undergraduate Conference, c'est-à-dire une conférence qui vous est destinée, dans laquelle vous pourrez soumettre des papiers que vous voulez présenter. Ça peut être des choses très courtes. Il y aura un appel à candidature, et puis il y aura 2 grands philosophes, on ne sait pas encore qui, ce sera la surprise que vous nous réservez, qui seront là pour vous écouter. Nous, on sera là aussi pour vous écouter, les professeurs et les assistants de l'Institut, et vous donner des retours sur les travaux que vous voulez faire. Alors c'est très bien, je vous encourage vivement à faire ça, c'est très bien de vous confronter déjà à cette manière de faire, de proposer les choses que vous avez envie de discuter. C'est une sélection, alors voilà, faut apprendre, plus on apprend vite à se prendre des gifles, plus on avance bien dans la vie, et ça, dans ce genre de choses, ça arrive tout le temps. Donc on soumet, on est refusé, ça arrive à tout le monde, ça arrive même, ça m'est encore arrivé la semaine dernière, donc il faut apprendre à faire ça, que ce soit dans le domaine académique ou ailleurs, à accepter les échecs, à rebondir et à refaire, reproposer. Donc je vous encourage tous et toutes à le faire aussi vivement et avec autant d'enthousiasme que possible. Est-ce que j'oublie de dire quelque chose? Ça va, c'est bien. Et puis c'est tout pour les annonces pour aujourd'hui. J'aurais autre chose à vous dire, mais je le dirai la prochaine fois. Alors, le programme d'aujourd'hui, il est assez simple. Pour une fois, on va se concentrer sur une seule chose. On tombe pile sur la compréhension, enfin sur un thème central, qui est la compréhension de cette théorie qui a énormément influencé toute la philosophie du XXe siècle, à savoir la théorie russellienne qu'on appelle des descriptions définies. On va voir ça dans le détail. Elle paraît un peu surprenante au départ, mais vous allez voir qu'elle a une importance. Elle a de nombreuses choses, de nombreux avantages et aussi quelques inconvénients. Et elle est intéressante en dépit de son importance historique pour nous ici, parce que vous allez voir que juste en analysant de près la structure du langage, on peut répondre à certains problèmes métaphysiques. D'accord ? Donc vous avez l'introduction à la philosophie du langage d'un côté, vous avez, certains d'entre vous l'ont déjà suivi, l'introduction à la métaphysique. En métaphysique, on se demande qu'est-ce qu'il y a dans le monde, quels sont le genre de choses qui existent et quelle est leur nature. En philosophie du langage, on s'intéresse au langage. On ne voit pas immédiatement comment les uns et les autres sont reliés, mais vous allez voir qu'avec Russell, vous avez un des points de passage cruciaux entre la philosophie du langage et la métaphysique qui apparaît en disant si on comprend le langage un peu différemment et si on comprend les noms un peu différemment, on peut avoir des avantages métaphysiques cruciaux. En gros, on n'est pas obligé d'admettre des licornes. Ça, c'est la version simple, et on va voir comment, on a déjà commencé à voir la dernière fois comment Russell faisait. Donc, juste pour vous situer où on en est dans le déroulement du cours, donc on est dans la deuxième partie du cours, où on s'intéresse à la sémantique. On s'est intéressé à la sémantique de Frege. Vous vous souvenez que Frege soulève 2 grandes questions. Première question, comment est-ce qu'on peut rendre compte que certains jugements d'identité sont informatifs? L'étoile du soir est identique à l'étoile du matin. Deuxième question, comment on peut comprendre que dans certains contextes, qu'on appelle des contextes opaques ou intentionnels avec un S, on ne peut pas substituer les termes coréférentiels salva veritate, bigre, si vous dites ça en soirée, c'est bien. Dans les contextes intentionnels, on ne peut pas substituer les termes coréférentiels salva veritate. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous dites Julie croit que l'étoile du soir est très jolie, croit que ça introduit un contexte opaque ou intentionnel. Qu'est-ce que c'est un contexte opaque? C'est un contexte dans lequel vous ne pouvez pas substituer les termes qui réfèrent à la même chose
en étant sûr de ne pas modifier la valeur de vérité de la phrase. Julie peut très bien croire que l'étoile du soir est très jolie, sans pour autant croire que l'étoile du matin est très jolie. D'accord ? Pourtant, l'étoile du soir et l'étoile du matin, c'est des termes coréférentiels par hypothèse. Ça réfère à la même étoile. D'accord ? Donc, il y a certains contextes dans lesquels les termes qui ont la même référence, vous ne pouvez pas les remplacer. Ça, c'est des contextes intentionnels, et ça, c'est la deuxième énigme de Frege. Comment ça se fait ? D'accord ? La solution de Frege, elle est très élégante, même si elle a fait couler beaucoup d'encre, et qu'elle, comme toute solution, elle a aussi ses problèmes. Elle est de distinguer le sens des noms de la référence des noms. La solution de Frege à l'énigme de l'identité, c'est de dire la raison pour laquelle l'étoile du soir est identique à l'étoile du matin est un énoncé informatif, c'est que le nom, l'étoile du soir, et le nom, l'étoile du matin, ont des sens différents. D'accord ? Et on apprend que des noms qui ont différents sens réfèrent à la même chose. On se dit, ah, c'est pas juste deux signes arbitraires qui réfèrent à la même chose, c'est deux signes qui ont un contenu sémantique, à savoir le sens. Donc ça nous apprend quelque chose de substantiel. Et la réponse de Frege, j'ai été plus bref là-dessus à l'énigme de la croyance, de la substitution dans des contextes opaques, consiste à dire quand vous êtes dans un contexte opaque, le terme étoile du soir, il ne réfère plus à un objet céleste, il réfère à son propre sens. Par exemple, la première étoile qui apparaît le soir. Donc, Julie croit que l'étoile du soir est très jolie, ça veut dire Julie croit que la première étoile qui apparaît le soir est très jolie, si c'est le sens de l'expression étoile du soir. Et ça, d'après Frege, ça nous permet de comprendre pourquoi on ne peut pas substituer les termes coréférentiels. Et la réponse, c'est tout simple, c'est que tous les termes coréférentiels n'ont pas le même sens, et donc, dans un contexte opaque, n'ont pas la même référence, en réalité. Ça semble être deux termes qui réfèrent à un objet céleste, mais en fait, ils réfèrent à leur sens dans ce contexte. Ça, c'était un résumé un peu bref et à marche forcée. Est-ce que vous avez de Frege, est-ce que vous avez des questions sur Frege ? Des questions de compréhension, parce que des questions de fond, il y en a toujours sur Frege. Non, ça va ? Alors, on reprend. Oui, pardon. Oui, j'ai juste, la dernière fois, j'ai pas vraiment eu le temps de bien noter quand vous avez parlé de la théorie, cette théorie étendue au prédicat. Oui, donc, je vous ai dit, on est en sémantique, on s'intéresse à la sémantique des noms, et Frege, sa distinction entre sens et référence, il l'applique en premier lieu aux noms. D'accord ? Et puis après, il se dit, ah, j'ai fait une belle découverte au sujet des noms, ben, je vais l'appliquer aux autres catégories grammaticales. C'est-à-dire, je vais l'appliquer aux prédicats et je vais l'appliquer aux phrases. D'accord ? Donc, il va dire, les prédicats, ils ont un sens. C'est quoi le sens d'un prédicat ? C'est le concept qui est exprimé par le prédicat. Et le sens pour Frege, que ce soit d'un nom, d'un prédicat ou d'une phrase, c'est toujours quelque chose qui existe dans un ciel platonicien, si vous voulez. Donc, prenez un prédicat échevelu. Ce prédicat-là, il correspond à un concept. Et ce concept, il est dans un ciel auquel on accède par nos capacités cognitives, si vous voulez. On comprend tous le même concept quand on maîtrise ce prédicat linguistique. D'accord ? Donc ça, c'est le sens d'un prédicat. Et à quoi réfère un prédicat ? Parce que Frege dit que les prédicats réfèrent, mais ça, je vous l'ai dit, la plupart des linguistes et philosophes aujourd'hui disent plus que les prédicats réfèrent. À quoi réfère un prédicat ? À toutes les choses qui sont chevelues, si on prend le prédicat qui est chevelu. C'est ce qu'on appelle l'extension de ce prédicat. D'accord ? Et souvenez-vous, pour les phrases, c'est pareil. Les phrases, elles ont un sens que Frege appelle leur pensée, et elles ont une référence. Et là, c'est encore plus bizarre de dire qu'une phrase a une référence, et c'est encore plus bizarre ce à quoi Frege identifie la référence des phrases. Il dit la référence d'une phrase, c'est sa valeur de vérité, c'est le vrai ou le faux. Donc si je dis il fait beau aujourd'hui, à quoi réfère cette phrase ? Elle ne réfère pas au temps qu'il fait, mais elle réfère au vrai. Ça, c'est des aspects un peu plus baroques de la pensée de Frege. Ce qui est important, c'est la distinction sens-référence appliquée en premier lieu au nom. En tout cas, c'est là-dessus qu'on a passé l'essentiel de notre... Patricia. J'ai peur de ne pas bien, mais la réponse de Frege au deuxième énigme s'applique seulement en contexte opaque, puisque vous avez dit que l'étoile du soir réfère à son sens, mais ça n'implique pas qu'il n'y a plus de référence extérieure. Si, alors dans un contexte opaque, dit Frege, l'expression l'étoile du soir, elle n'a plus de référence extérieure, elle réfère juste à son sens. Donc Frege, il dit, moi j'arrive à maintenir l'idée qu'on peut toujours substituer les expressions qui ont la même référence sans changer la valeur de vérité de la phrase, y compris dans les contextes opaques. Comment ? Tour de magie, c'est parce que dans un contexte opaque, une même expression change de référence. Donc on a l'impression que l'étoile du soir et l'étoile du matin ont la même référence, mais en fait,
Quand c'est sous la portée de « je crois que », ça n'a plus la même référence. Ça réfère au sens de ces expressions. Donc, c'est plus des expressions référentielles. Vous voyez ? Alors, j'ai peu parlé dans le cours. Il y a toute une littérature qui s'est développée depuis Frege sur la question de ce qu'on appelle l'attribution d'attitude propositionnelle. Donc, une attitude propositionnelle, c'est une expression du type « je crois que ». C'est une attitude dans le sens où c'est mental, et c'est propositionnel dans le sens où c'est suivi d'une proposition. Après, ça s'oppose à une attitude objectuelle. Si je dis « j'aime Julie », aimer, c'est un état mental, mais c'est objectuel dans le sens où ça c'est dirigé directement vers une personne. Attitude propositionnelle, c'est une attitude qui porte sur une proposition. Et à la suite de Frege, il y a un grand nombre de travaux en philosophie du langage qui sont intéressés à qu'est-ce qui se passe quand on attribue une attitude propositionnelle à quelqu'un d'autre. Quand on dit « Julie croit que », quels sont le genre de contextes qui sont étudiés, introduits ici. Ça, j'ai passé sous silence, mais c'est le début de cette ce grand domaine de recherche en philosophie du langage. On est bon pour Frege? Alors, on revient maintenant à Russell. Donc le point de départ de Russell, c'est ce qu'il appelle des phrases dénotantes. Comment je change mon affichage? Excusez-moi 2 secondes parce que j'ai changé mon affichage et je ne vois plus les choses comme j'aimerais. Voilà. Je vais y arriver. Bien. Qu'est-ce que Frege appelle une phrase dénotante? Que Russell appelle une phrase dénotante, c'est ce que Frege appelait des noms. D'accord? C'est tout ce que vous avez là. Un homme, quelque homme, tout homme, tous les hommes, l'actuelle reine d'Angleterre, l'actuel roi de France, le centre de gravité du système solaire, la rotation de la Terre autour du Soleil, la rotation du Soleil autour de la Terre. Tout ça, c'est des expressions que Frege appelle des phrases dénotantes, que Russell appelle des phrases dénotantes. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste qu'elles ont la fonction d'un nom. Qu'est-ce que c'est la fonction d'un nom? Maintenant, vous le savez, grâce à notre belle grammaire catégorielle, c'est quelque chose qui prend un prédicat pour faire une phrase. D'accord? Ça, c'est qui peut compléter un prédicat afin de faire une phrase. Donc ça, c'est ce que Russell appelle les phrases dénotantes, que Frege appelait des noms. La thèse négative de Russell, avec laquelle il va s'opposer à Frege, c'est de dire « Attention Gottlob, toi tu as considéré toutes ces expressions comme étant d'un seul type, à savoir des noms, mais moi je pense que ces expressions, elles sont de 2 types fondamentalement distincts. Il y a d'un côté les vrais noms, il y en a très peu, vous verrez pour Russell, et il y a de l'autre côté ce que Russell va appeler les descriptions. Okay. Donc la grande critique de Russell à Frege, c'est de dire « Attention, tu fais une théorie des noms, de leur sens, de leur référence, mais tu ne distingues pas au sein des noms entre 2 types d'expressions linguistiques totalement différentes, qui sont d'un côté les vrais noms propres, et de l'autre côté ce que moi je vais appeler les descriptions. » Okay. Alors pourquoi est-ce que Russell veut faire cette distinction? La grande obsession de Russell, c'est d'éviter de comprendre ce qui semble être des noms, mais qui portent sur des choses qui n'existent pas. Okay. Vous pouvez parler de Sherlock Holmes, vous pouvez parler de Julie la licorne, vous pouvez parler de Dieu pour Russell, parce que Russell était athée, vous pouvez parler d'Aragorn, et de tout un tas, utiliser tout un tas de noms qui, semble-t-il, n'ont pas de référence. Et ça, pour Russell, c'est un vrai problème. Et on va voir pourquoi c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite. Que dit Frege au sujet de ces noms? Frege dit, c'est pas grave, il y a des noms qui nomment rien. Ils ont quand même un sens, mais ils nomment rien. Okay. Donc si je dis Sherlock Holmes, Frege va dire, mais Sherlock Holmes, c'est un nom vide. C'est un nom qui attrape aucun individu. Ça a un sens, Sherlock Holmes, okay, c'est le plus grand détective dont l'associé est le Dr Watson. Ça, c'est le sens du nom Sherlock Holmes, mais c'est un nom qui n'est pas le nom de quelqu'un. Frege, là, Russell fronce les sourcils, il dit, si c'est un nom, ça doit nommer quelque chose. Il faut arrêter de jouer sur les mots. Nom, c'est ce qu'on appelle une nominalisation d'un verbe. Le verbe en question, c'est nommer. Si on a une entité linguistique qui nomme, alors il y a quelque chose qu'elle doit nommer. Okay. Tout nom, pour Russell, ça nomme quelque chose. Si jamais vous dites qu'il y a un nom qui nomme rien, c'est que vous êtes en train de jouer sur les mots, vous ne parlez pas de nom. Donc Russell, il ne veut pas de la solution de Frege. Il ne peut pas y avoir de nom vide. Okay.
solution à ce moment-là, c'est la solution de Meinong que Russell adopte quand il est jeune, avec un certain enthousiasme au départ, même si après il va se retourner complètement contre Meinong. Eh ben, il va dire, ce que dit Meinong, c'est vrai, tous les noms nomment quelque chose. Okay. Qu'est-ce que nomme le nom Aragorn? Ben, il nomme une personne Aragorn. Alors elle n'existe pas dans notre monde, mais elle existe ailleurs, dans un monde parallèle, si vous voulez. C'est pas dans ces termes que s'exprime Meinong, mais c'est l'idée, d'accord? Donc la réalité est beaucoup plus riche que simplement notre monde actuel à nous. Il y a tout un tas de choses qui peuplent la réalité dans des mondes parallèles. C'est presque, ouais, c'est encore une fois, c'est pas ce que dit Meinong, mais pédagogiquement, ça aide à comprendre. Dans lesquels existent des licornes, existe Aragorn, existe Sherlock Holmes, etc. Et quand on utilise ces noms, quand je dis Julie la licorne, je nomme non pas une licorne qui est dans notre monde, mais une licorne qui est dans ce monde parallèle. Ça, en 2 mots, c'est la thèse de Meinong. Donc, jusqu'en 1903, quand Russell introduit sa théorie de description définie, qu'on va voir dans un instant, il pense que ça, c'est le dilemme face auquel on est. Soit vous renoncez à l'idée, il faut que vous sentiez un peu ce qu'il y a de piquant ou d'urgent dans ce dilemme. On veut savoir comment fonctionnent les noms qui réfèrent apparemment à des choses qui n'existent pas. Soit vous dites ces noms ne réfèrent pas, et vous avez l'idée qu'il y a des noms qui ne nomment pas, parce que nommer c'est une relation, donc il doit y avoir quelque chose qui est nommé, c'est bizarre. Soit vous dites ces noms réfèrent à des choses qui existent, mais à ce moment-là, vous devez admettre qu'il existe des licornes, Sherlock Holmes et Aragorn. Et ça aussi, c'est bizarre. D'accord ? Donc choisissez la bizarrerie qui vous semble la moins pire. Hein ? Est-ce que vous préférez renoncer à l'idée que les noms nomment pas, ou est-ce que vous préférez renoncer à l'idée que dans la réalité, il n'y a pas de licorne ? Okay ? Russell, au début, est assez convaincu d'aller dans la direction de Meinong. Encore une fois, Meinong, pour ceux d'entre vous qui ont suivi le cours d'introduction, c'est un philosophe beaucoup plus fin et intéressant que ce que laisse parfois transparaître la manière dont on rapporte la critique de Russell de Meinong. En réalité, c'est pour ça que je vous l'ai dit à l'instant, Russell est d'abord tout à fait, ils ont de longs échanges épistolaires. Russell est très en grande sympathie avec les thèses de Meinong avant de leur tourner le dos. Et la thèse de Meinong, encore une fois, c'est pas dire que vous risquez de tomber nez à nez avec une licorne en sortant de la salle. D'accord ? C'est juste de dire, il y a différents types de réalité. Il y a la vraie réalité, si vous voulez, que Meinong appelle la subsistance. Ça, c'est ce qui existe vraiment. Et puis, il y a des choses qui existent sans subsister. C'est pour ça qu'il y a cette citation célèbre de Meinong qui dit: on peut dire sans contradiction qu'il y a des objets tels qu'ils n'existent pas. Il y a des objets qui sont tels qu'ils n'existent pas. Comment on peut dire ça ? Parce que Meinong va distinguer la subsistance de l'existence. Nous autres, on subsiste, mais les licornes, elles existent sans subsister. Alors, jusqu'à Russell, ça c'était le dilemme. D'accord ? Arrive Russell et lui va proposer une autre solution, ou plutôt il va découvrir sur le tard, dans son développement intellectuel, une autre solution qui va consister à dire, en fait, on peut échapper à ce dilemme, qui est peu ragoûtant, il suffit juste qu'on abandonne l'idée que tout ce qui semble être un nom est un nom. En réalité, la plupart des choses qui semblent être des noms ne sont pas des noms. La licorne, ça ressemble à un nom. Sherlock Holmes, ça ressemble à un nom. Mais en réalité, ce n'est pas des noms. Ce ne sont pas des noms. Ce sont ce que Russell va appeler des descriptions déguisées. Okay ? Ça semble être des noms, mais en réalité, ce sont des descriptions. Et ça va être le début de la grande solution de Russell à ce dilemme-là. Est-ce que le dilemme, au moins, est clair pour tout le monde à ce stade ? Oui ? Oui, Mathieu. Je me demandais si Meinong développe un peu sur cet être sans subsistance. Sur qu'est-ce que c'est qu'être sans subsistance. Oui, Meinong développe beaucoup là-dessus. Il a une typologie gigantesque de toutes les formes d'êtres qui subsistent sans exister. Au départ, Meinong, donc là je vous le présente un petit peu de manière biaisée, parce que la question de Meinong au départ, elle ne porte pas directement sur le langage, mais sur la philosophie de l'esprit, sur à quoi on pense quand on pense à une licorne. Okay ? Et l'idée de Meinong, c'est pas tant les noms, c'est plutôt les attitudes objectuelles, de dire « Ah, je suis amoureux de Julie la licorne, de qui je suis amoureux ? Okay ? Je ne suis pas amoureux de quelque chose ou de quelqu'un qui existe vraiment, mais il y a bien quelque chose dont je suis amoureux. Okay ? Et ces êtres-là, auxquels on pense, c'est des choses qui subsistent. Et
l'idée de Meinong, pourquoi est-ce qu'il faut une subsistance? Parce que si je vous décris maintenant Julie la licorne et pourquoi je suis amoureux d'elle, vous allez peut-être aussi tomber amoureux d'elle. Et Meinong veut dire, nous deux, on est amoureux, chacun de nous plutôt, on est amoureux de Julie la licorne. Il y a une même licorne fictionnelle, il accepte qu'il y a des objets fictionnels, Meinong, c'est bien des objets fictionnels. Il y a une même licorne fictionnelle dont vous et moi, on est amoureux. Okay? Alors là, l'exemple est un peu tiré par les cheveux, mais pensez juste à Sherlock Holmes. Quand on pense à Sherlock Holmes, si vous avez lu le livre de Conan Doyle, on pense à la même personne. D'accord? On pense au même objet fictionnel. Si vous pensez à Aragorn, vous pensez au même objet fictionnel. On n'est pas en train de penser chacun un petit truc dans notre tête. Il y a un objet commun auquel on est en train de penser. Ça, c'est une des raisons principales que Meinong avance pour dire qu'il y a des entités fictionnelles. Hein, on parle de même chose. Alors, si votre question, Mathéo, était est-ce qu'il en dit plus sur la subsistance? Il en dit plutôt plus sur... Enfin, il en dit plus sur qu'est-ce que c'est que subsister comme ça. L'idée de Meinong, c'est plutôt, on part de cette notion la plus générale d'existence, qui inclut les licornes. Et moi, maintenant, je vais essayer de vous dire qu'est-ce qu'on a, nous, en plus, qui existons pour de vrai, ce qu'il appelle la subsistance. Et ce qu'on a, nous, en plus, qu'on existe pour de vrai, une des choses importantes, c'est qu'on a des pouvoirs causaux. Okay, on peut renverser des tables, etc., tandis que les licornes ne peuvent pas renverser des tables, en tout cas pas les tables qu'il y a ici. Bon. Donc c'est comme tout à fait primaire, cette notion d'être sans subsistance. La notion d'être sans subsistance, oui, pour lui, il y a une notion générique de subsistance, d'existence, qui est celle dont il parle ici. Celle qu'on utilise quand on dit l'IA ou ces choses-là. Hein. Ça, il ne l'analyse pas plus avant, et après, il différencie différents types d'existence. Encore une fois, vous avez besoin de notions primitives, quoi qu'il en soit. Dire que l'identité, c'est primitif, ça va. Dire que l'existence, c'est primitif, ça ne semble pas être non plus le truc le plus implausible. Hein. Et ça fait partie des notions qui sont tellement fondamentales que si on doit s'arrêter quelque part, peut-être autant s'arrêter là. On va voir tout à l'heure des théories alternatives de l'existence, enfin la théorie russellienne alternative de l'existence. Mais revenons à notre brave Russell. Alors, on se sort du dilemme, soit les noms ne nomment pas, soit ils nomment des choses qui n'existent pas, à l'aide de cette notion de description. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire Donc, que disait Meinong? Meinong dit chaque nom ou phrase dénotante dénote un objet. L'actuel roi d'Angleterre, pour Meinong, ça dénote Charles III. L'actuel roi de France, pour Meinong, ça dénote aussi une entité. J'ai corrigé parce que j'avais mis la reine d'Angleterre, mais là, donc l'actuel roi d'Angleterre, il existe maintenant et il dénote un objet qui existe maintenant, qui subsiste dans le sens de Meinong. L'actuel roi de France, c'est aussi une expression qu'on peut utiliser aujourd'hui, et pour Meinong, c'est une expression qui dénote un objet qui existe mais qui ne subsiste pas. Et vous avez même des expressions qui dénotent pour Meinong des objets impossibles. Si vous dites que le carré rond, ben ça dénote un objet qui non seulement ne subsiste pas, mais qui ne pourrait jamais subsister, mais néanmoins qui existe. Je ne vous relis pas la citation de Russell, mais après avoir accepté cette théorie, Russell avance diverses objections à Meinong. L'objection qui est restée célèbre, c'est celle que vous avez là, c'est de dire, quand on fait de la logique ou de la philosophie, il faut garder un bon sens robuste au sujet de la réalité. Il ne faut pas se mettre à dire que des choses comme les licornes existent. Si vous faites ça, c'est que vous avez pris, vous avez pris une mauvaise direction. Gardez un sens de la réalité qui soit tangible. Donc, ce que vous avez là, je vous l'ai déjà présenté, mais ça vous permet de garder en tête les trois options qui sont sur la table ici. Meinong, le nom Aragorn désigne une personne, Aragorn. Ça, évidemment, vous pouvez dire que c'est l'acteur, mais ce n'est pas l'acteur que désigne Aragorn pour Meinong, c'est la personne dans le monde fictionnel créé par Tolkien. Okay, pas quelqu'un qui représente ou qui incarne cette personne à l'écran. Pour Frege, le nom Aragorn, il nomme rien du tout. C'est un nom vide. Okay, Russell dit un nom qui nomme rien, c'est pas un nom. Et quelle va être la thèse de Russell? Négative pour l'instant. Aragorn, ça nomme. C'est pas que ça nomme rien, c'est que ça nomme pas. C'est pas un nom. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une description. Je vous ai montré. On a déjà vu ça la dernière fois, mais je le reprends parce que c'est important que vous le compreniez bien. On prend cette phrase.
le macaron du dessus est vert. Comment est-ce que Frege analyse cette phrase? Il va dire, bah, c'est très facile, cette phrase elle est composée d'un nom et d'un prédicat. Prédicat, c'est quelque chose qui fait une phrase à partir d'un nom. Okay, donc, ça c'est mon analyse de la phrase et il n'y a aucun problème. C'est ce que j'appelle un nom. Russell, et ça c'est sa thèse négative, va dire, non, 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 ça a l'air d'être un nom, mais ce n'est pas un nom. La quasi-totalité, alors si vous acceptez Russell, vous pensiez déjà avoir vu des noms, vous pensiez savoir ce que c'est qu'un nom, ben Russell va vous dire non, en fait, vous connaissez presque aucun nom. Tout ce que vous pensez être un nom, ça n'est pas un nom. Et en particulier, vous croyez fermement en entrant dans cette salle aujourd'hui que l'expression le macaron du dessus, c'était une expression nominale. Non, dit Russell, ce n'est pas une expression nominale. Qu'est-ce que c'est? C'est une description. Et comment est-ce qu'on comprend ces descriptions? Alors c'est là vers ça qu'on va maintenant. Quand on dit le macaron du dessus est vert, ce que dit Russell, c'est que le macaron du dessus, ça doit se comprendre à l'aide de cette description. Il y a un objet qui est le macaron du dessus et qui est vert. Le macaron du dessus, ça doit se comprendre comme il y a un objet qui est le macaron du dessus. Une phrase, autrement dit. Hein? C'est ça ce que Russell va appeler une description. Hein? Donc vous allez substituer à cette phrase, à cette expression nominale, cette phrase. Okay? Ça, c'est la proposition de Russell. Je vous dis dans un instant la structure. Oui. Juste pour bien comprendre, si cette pile de macarons, elle était sur la table actuellement, sur ma table ici, là, le macaron du dessus, ce serait un nom. Non. Non, non, Russell n'est pas... Russell, il propose une révision du langage. Donc, le but de la théorie de Russell, c'est d'éviter de postuler des licornes. Mais pour éviter de postuler ça, il pense qu'on doit réviser toute notre théorie des noms, y compris les noms qui réfèrent. D'accord ? Il n'adopte pas sa théorie en fonction, ouais, on va juste changer les noms de licornes et pas changer les noms de chevaux, par exemple. Donc, licorne, cheval, ce sont des noms pour Russell, ce ne sont pas des noms pour Russell, mais des descriptions. C'est pour ça que dans cet exemple-là, il n'y a pas d'entité fictionnelle, il est vraiment là, le macaron. Donc, la plupart de ce qu'on conçoit comme un nom, même comme un nom qui réfère, n'est en réalité pas un nom, mais une description. Lisa. Mais les descriptions portent sur des choses. Oui, les descriptions portent sur des choses. Des choses qui exemplifient des propriétés, mais sur des choses. Oui, je vois pourquoi vous voulez dire ça. Vous voulez dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe quand les descriptions portent sur rien? La thèse de Russell, ce n'est pas un problème de décrire quelque chose qui n'existe pas. C'est un problème de nommer quelque chose qui n'existe pas, mais vous pouvez donner une description sans que cette description corresponde à rien. Si je vous dis, il y a quelque part un grand lac en forme d'étoile, et au milieu il y a des fontaines de chocolat. J'imagine que mes filles rêvent à des choses comme ça. Il y a des fontaines de chocolat avec des fraises tagada qui flottent. Et je vous ai donné une description à ce moment-là. Hein. Mais il n'y a rien qui correspond à cette description. Vous pouvez donner une description qui n'est pas satisfaite par quoi que ce soit. Tandis que vous ne pouvez pas donner un nom qui ne réfère à rien du tout. Hein. Ça, c'est la raison pour laquelle substituer les descriptions au nom résout le problème. Hein. On va voir plus précisément pourquoi, parce que maintenant, ça c'est un peu le programme, mais il faut voir le détail de la chose. Alors, le macaron du dessus, on va réécrire ça pour Russell en « il y a quelque chose qui est le macaron du dessus ». Vous voyez que ça a presque la forme d'une phrase, ça. Ça a même franchement la forme d'une phrase. Et comment est-ce qu'on analyse cette nouvelle phrase? Ben là, c'est facile maintenant. On a « et le macaron du dessus ». Ça, c'est un prédicat. Vous pouvez mettre n'importe quel nom devant « et le macaron du dessus ». Vous pouvez mettre Jean-Paul Sartre et le macaron du dessus. Vous pouvez mettre Julie et le macaron du dessus. Tout ce que vous voulez, ça fait une phrase correcte. D'accord? Donc ça, c'est un prédicat. Maintenant, la grande introduction de Russell ici, c'est ce type d'expression. Il y a un objet qui, et ça, c'est une expression qu'on appelle un... Prélecteur. Non. Il y a un objet qui... Quantificateur. Quantificateur. Hein? Quantificateur. C'est un quantificateur. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a un truc. Okay? On a déjà vu les quantificateurs quand on a parlé de la grammaire catégorielle, bien que brièvement. Il y a quelque chose de bizarre avec ces quantificateurs. Parce que ils jouent grammaticalement la même fonction que les noms. Autrement dit, ils peuvent compléter un prédicat pour faire une phrase. Si vous avez juste oublié la fin de la phrase, là, si vous avez juste le prédicat et le macaron du dessus, vous pouvez rajouter devant Jean-Paul Sartre et le macaron du dessus, mais vous pouvez aussi rajouter « il y a un objet qui ».
et le macaron du dessus. Ça vous fait une phrase complète dans les deux cas. Okay, et vous voyez bien que Jean-Paul Sartre d'un côté et il y a un objet qui de l'autre côté, même si ça a la même fonction grammaticale, ça semble être des expressions très hétérogènes. Ça semble pas être un nom. Si je vous dis, regardez, dans mes noms, j'ai Jean-Paul Sartre, Julie, Donald Trump, et j'ai aussi, il y a un objet qui. Il semble qu'il y ait quelque chose de nouveau ici. Donc ça, c'est un quantificateur. Quantificateur, ça joue le même rôle grammaticalement que les noms, mais ce n'est pas des noms. Alors, qu'est-ce que c'est? Les quantificateurs, vous en entendez parler, vous allez en entendre parler quand vous faites de la logique des prédicats au second semestre. Mais ce n'est pas fondamentalement une notion logique. La logique contemporaine a utilisé cette notion linguistique, mais en fait, vous avez un accès pré-théorique à ce que c'est qu'un quantificateur. Et c'est important de ne pas perdre pied ici et vous dire « Oh là là, c'est de la logique qui arrive avec des gros symboles ». Non, même sans avoir fait de logique, vous comprenez ce que c'est qu'un quantificateur. Donc on contraste les deux phrases suivantes. Julie est jolie et quelqu'un est joli. Dans les deux cas, vous avez un prédicat, est joli. Dans un premier cas, le prédicat est complété par un nom. Dans le deuxième cas, il est complété par cette expression quelqu'un, qui n'est pas un nom, mais dont on va dire que c'est un quantificateur. Il y a une petite subtilité ici que je passe sous silence pour l'instant. Donc ces deux phrases, en apparence, elles ont la même forme sujet-prédicat. Et pourtant, on n'a pas envie de dire que quelqu'un est un nom. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de dire que quelqu'un est un nom? Je vous ai donné quelques raisons la dernière fois. Encore une fois, des raisons pré-théoriques, mais qui sont des raisons sur lesquelles on a toutes les raisons de s'appuyer. Quelqu'un. Vous ne pouvez pas utiliser quelqu'un comme un nom. Vous ne pouvez pas dire « Hé, quelqu'un, regarde-moi ». Vous ne pouvez pas dire « Voici quelqu'un, le meilleur écrivain de Châtelois. J'ai l'honneur de nommer quelqu'un ici présent, président d'honneur de l'amicale des bouddhistes ». Vous voyez bien que quelqu'un, tout ça, vous pouvez, à la place de quelqu'un, si vous mettez un nom, il n'y a pas de problème. Et Julie, regarde-moi, voici Jean-Paul Sartre, voici Dürrenmatt, le meilleur écrivain de Châtelois. J'ai l'honneur de nommer Flavien, ici présent, président d'honneur de notre amicale des bouddhistes. Tout ça, ça marche si vous mettez des noms. Okay, mais si vous mettez quelqu'un, c'est vraiment très étrange. Donc quelqu'un, ça ressemble à un nom, mais ce n'est pas un nom. Et maintenant, une fois que vous avez compris que, vu plutôt que quelqu'un, ça fonctionne comme un nom, mais manifestement, ce n'est pas un nom, vous voyez qu'il y a tout un tas d'expressions dans ce registre-là. Si je dis non pas quelqu'un est joli, mais si je dis il y a une personne qui est jolie, et bien là aussi, vous avez une expression qui fait une phrase à partir d'un prédicat, il y a une personne qui, mais cette expression-là, ça ne semble pas être un nom, dans le sens où ça nomme pas une personne unique. Okay, on ne sait pas qui est la personne qui est jolie. Alors, citation importante de Russell dans les Principia Mathematica, qui vous aide à voir comment il en vient à sa théorie. Socrate, donc un nom, représente un certain homme et possède par conséquent un sens par lui-même sans l'aide d'aucun contexte. Sens, ça veut dire référence pour Russell. Russell n'accepte pas la distinction de Frege entre sens et référence. Donc si nous lui fournissons un contexte, ça veut dire une phrase complète, telle que Socrate est mortel, ces mots expriment un fait dont Socrate lui-même est un constituant. Donc Socrate, ça représente un certain homme, et si vous le mettez dans une phrase, Socrate est mortel, ça représente un fait. Ça devrait vous rappeler théorie de la vérité-correspondance. Vous vous souvenez que Russell, il défend cette théorie de la vérité-correspondance. Sujet et prédicat dans le langage, ça correspond à substance, objet, propriété dans la réalité. Okay, donc Socrate est mortel, ça nomme un fait qui est constitué par l'individu Socrate et par une propriété de Socrate, à savoir d'être mortel. Donc je reprends ma citation, pardon. Si nous lui fournissons un contexte au mot Socrate tel que Socrate est mortel, ces mots expriment un fait dont Socrate lui-même est un constituant. Il y a un certain objet, à savoir Socrate, qui a la propriété de la mortalité, et cet objet est un constituant du fait complexe que nous affirmons quand nous disons Socrate est mortel. Ça, c'est la théorie de la vérité-correspondance tacitement ici. Mais dans d'autres cas, cette analyse simple n'est pas valable. Donc là, on a une belle analyse. Socrate est mortel, ça correspond à l'objet Socrate qui exemplifie la propriété mortelle, mais dans d'autres cas, cette analyse simple n'est pas valable.
Supposons que nous disions le carré rond n'existe pas. Donc ça, c'est notre nouvelle phrase maintenant. Le carré rond n'existe pas. Il semble évident qu'il s'agit là d'une proposition vraie. Et cependant, nous ne pouvons pas la considérer. Nous ne pouvons la considérer comme niant l'existence d'un certain objet appelé le carré rond. Donc, dans le cas de Socrate est mortel, vous pouvez dire Socrate, ça réfère à Socrate qui possède la propriété d'être mortel. Si vous dites que le carré rond n'existe pas, vous ne pouvez pas dire le carré rond, ça nomme cet objet-là auquel on attribue la propriété de ne pas exister. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Russell poursuit, car s'il y avait un tel objet, un carré rond, alors il existerait. Nous ne pouvons d'abord supposer qu'il y a un certain objet pour ensuite nier qu'il y en ait un. Partout où le sujet grammatical d'une proposition peut être supposé ne pas exister sans que cette proposition soit par là privée de sens, il est évident que le sujet grammatical n'est pas un nom propre, c'est-à-dire un nom représentant quelque objet. Donc ça, c'est la thèse négative centrale de Russell. Ce qui semble être un nom et pas un nom. Partout, je vous la relis, partout où le sujet grammatical d'une proposition peut être supposé ne pas exister sans que cette proposition soit par là privée de sens, il est évident que le sujet grammatical n'est pas un nom propre, c'est-à-dire un nom représentant directement quel objet. Vous voyez la thèse de Russell? Il y a des choses qui sont des sujets grammaticaux mais qui ne sont pas des noms. Pour Frege, tous les noms sont des sujets grammaticaux. Pour Russell, parmi les sujets grammaticaux, certains sont des noms, d'autres ne sont pas des noms. Aussi, dans de tels cas, la proposition doit-elle pouvoir être analysée de manière à ce que disparaisse le sujet grammatical. Ainsi, quand nous disons le carré rond n'existe pas, et là c'est la thèse positive de Russell, nous pouvons lui substituer en première approximation, il est faux qu'il y ait un objet X qui est à la fois rond et carré. Donc quand vous dites le carré rond n'existe pas, ça semble être une phrase toute simple et inoffensive. En réalité, dit Russell, vous dites quelque chose qui a une structure plus complexe. Vous dites il est faux qu'il y ait un objet X tel que cet objet est à la fois rond et carré. Alors c'est une grosse périphrase, d'accord? Le grand défi pour Russell, c'est de nous montrer, de nous faire comprendre comment bien former ces périphrases d'une part, et d'autre part, de nous convaincre que cette périphrase-là, qui n'est pas belle, vous n'allez pas faire de la poésie avec ce genre de périphrase, pourquoi est-ce qu'au fond, ça, c'est la bonne manière de dire ça? D'accord? Donc, au cœur de la théorie de Russell, il y a cette idée que certaines choses semblent être des noms et n'en sont pas. Et lié à ça, il y a cette distinction entre ce qu'on appelle la grammaire de surface et la grammaire profonde du langage. Donc c'est Russell qui inaugure cette idée que le langage a une structure apparente, mais que dans certains cas, la vraie structure du langage, il faut la détricoter et que quand on l'exhibe, quand on met le doigt dessus, elle sera un peu plus complexe que ce qu'elle a l'air. D'accord ? Ça, c'est la grande invention de Russell. Alors, pour essayer de comprendre un peu mieux pourquoi, je pense que pourquoi on le voit, mais pourquoi Russell fait ça, je pense qu'on le voit, il ne veut pas des licornes en 2 mots. Mais pour appuyer encore sur ce point, on peut insister sur un paradoxe qui a trait à l'athéisme. Donc, supposez que Julie soit athée. Comme en tant qu'athée, Julie dit « Dieu n'existe pas ». Okay. C'est pas qu'elle ne pense pas que Dieu existe, parce que ça peut être compatible avec ce qu'on appelle l'agnosticisme, de juste suspendre son jugement au sujet de l'existence de Dieu. Julie, elle n'est pas seulement agnostique, mais elle pense que Dieu n'existe pas. Comment est-ce qu'elle peut dire ça? Si Dieu est un nom propre, a priori, on a envie de dire que Dieu, c'est un nom propre. D'accord? Qui ça nomme Dieu? Ça nomme cette personne qu'on représente avec une grande barbe et avec toutes ses qualités, toute puissance, etc. Donc si Dieu est un nom propre, ce que Julie est en train de dire, c'est que l'individu qui est nommé par le nom Dieu n'existe pas. Okay? Mais Russell dit, à ce moment-là, l'athéisme, c'est forcément contradictoire. Parce que vous ne pouvez pas utiliser Dieu comme un nom propre pour dire, ah, vous voyez ce truc là-bas, Dieu, il n'existe pas. Ben non, si c'est un truc là-bas, c'est qu'il existe. D'accord? Donc, Russell dit, si vous estimez que Dieu, c'est un nom propre,
vous rendez l'athéisme impossible. Alors lui, il est embêté parce qu'il est athée, il ne veut pas de ça, mais c'est pas ça la vraie raison. Si vous pensez que juste cette considération-là, c'est une preuve suffisante de l'existence de Dieu, vous rendez le théisme complètement trivial, d'accord? Si vous souvenez-vous les preuves de Descartes de l'existence de Dieu, les preuves ontologiques compliquées, là vous avez une preuve toute simple, c'est dire ah ben c'est facile, Dieu n'existe pas, c'est contradictoire parce que vous êtes en train de dire ce truc là-bas n'existe pas, donc Dieu forcément existe. Okay, vous avez vraiment vous avez le théisme pour pas cher. Quoi. Mais même les théistes veulent pas quelque chose d'aussi facile que ça, évidemment. Ils veulent pas d'une thèse absolument banale. Donc Russell dit, le problème, c'est que si Dieu est un nom propre, l'athéisme est impossible et le théisme est totalement trivial. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, recette, maintenant, avec laquelle vous commencez à être familière, j'espère, c'est de dire, Dieu, c'est pas un nom propre. C'est une expression dénotante, mais c'est pas un nom propre. C'est un prédicat. Alors là, j'aurais pas dû mettre, il y a un prédicat à être Dieu. Oublie la dernière phrase, je vais l'enlever. Ce que dit Julie quand elle dit que Dieu n'existe pas, elle dit qu'il n'existe aucun individu, et on peut même ajouter aucun individu unique, qui satisfait le prédicat, est tout-puissant, infiniment connaissant et infiniment bon. Qu'est-ce que c'est que ce prédicat-là? C'est le prédicat qui, pour Russell, est associé au nom Dieu. Autrement dit, Dieu, pour Russell, c'est comme Sherlock Holmes, c'est une forme d'abréviation pour une description complexe. Okay. Et il n'a pas une théorie pour dire comment savoir à quoi correspond cette description complexe, comment formuler cette description. Mais il dit, vous pouvez être sûr que si vous avez un nom, vous avez une description qui est associée. On peut débattre sur quelle est la bonne description qui est associée au terme Dieu. Là, j'ai pris la description assez standard, tout-puissant, infiniment connaissant et infiniment bon. Mais vous pouvez comprendre Dieu d'une autre manière. C'est pas le point de Russell de dire ça, c'est la vraie description de Dieu, c'est de dire Dieu, c'est une abréviation pour une grande description. De telle sorte que quand Julie dit Dieu n'existe pas, elle dit il n'y a pas un individu, je ne crois pas qu'il existe un individu qui est tel qu'il satisfait le prédicat, être infiniment bon, infiniment puissant, etc. D'accord ? Donc, vous voyez que même dans la compréhension de cette question importante, vous avez le théisme ou l'athéisme, la notion, donc a priori on parle de métaphysique ici, on parle même d'une question métaphysique centrale. Est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas? Pour comprendre cette question-là, Russell dit, il faut triturer le langage et réanalyser ce qu'on est en train de se demander quand on se demande si Dieu existe. On ne se demande pas si quelque chose comme Jean-Claude existe ou Jean-Paul II existe. Okay. Dieu, ce n'est pas un nom propre, c'est une description. Très bien. Je vais bien m'assurer si j'ai bien compris cette notion de nom propre. Un nom propre ou un vrai nom d'après Russell, c'est on ne peut pas supposer que la référence du nom n'existe pas sans que ça fasse pas de sens. Exactement. Vous avez très bien compris. Dans le sens où ça fait une phrase qui n'a pas de sens. Parce que moi, il me semble que Socrate, que Russell a l'air de dire que c'est un nom propre, on peut dire que Socrate n'existe pas. Alors Russell va dire même Socrate, c'est pas un nom propre. Mais pour l'instant, on utilise. J'y ai fait allusion la dernière fois, mais et je vais vous le dire tout à l'heure, mais pour Russell, les seuls noms propres, les seuls authentiques noms propres, c'est ce qu'il appelle les indexicaux. C'est ceci, cela. Okay. Et vous voyez que si vous êtes, parce que ça, forcément, vous nommez quelque chose. Et vous voyez bien que si vous dites ceci n'existe pas, soit vous vous contredisez, soit c'est dénué de sens. Là, il y a deux options possibles, mais c'est très bizarre de dire ceci n'existe pas. Hein. Ça vous aide à comprendre ce que Russell entend par un nom. Et souvenez-vous l'argument, pourquoi est-ce que pour Russell un nom doit nommer? Je ne sais pas si l'argument est aussi précisément que ça chez Russell, peut-être, mais dites-vous qu'un nom, c'est une nominalisation, c'est-à-dire une forme grammaticale qui est formée à partir d'un verbe au départ, qui est le verbe nommer. D'accord ? Nommer, c'est un verbe à deux places. Okay ? Une expression linguistique nomme quelque chose, qui peut être une autre expression linguistique, dans le cas des guillemets, ou qui peut être plus normalement, quelque chose dans le monde. Nommer, c'est une relation. D'accord ? Donc, si vous formez un nom à partir d'une relation, ben forcément, le nom en question, il doit être relié à quelque chose. Prenez, parce que là, il y a des noms dans tous les sens avec cet exemple de nominalisation, mais prenez juste la notion de cause. Qu'est-ce que c'est qu'une cause? Causer, c'est comme une cause, c'est comme un nom. C'est formé par la nominalisation du verbe
causer. A cause B, d'accord? Un événement cause un autre, une substance cause un événement. Enfin, il y a plusieurs types de causalité. Maintenant, si j'ai une théorie qui vous dit Flavien est une cause, mais il est une cause de rien, ben non, c'est qu'il n'est pas une cause à ce moment-là. Parce que être une cause, c'est une dérelativisation, une nominalisation du prédicat causé. Flavien cause, je ne sais pas quoi, le bonheur de sa maman. Okay, ça, c'est ce que cause Flavien. Maintenant, à partir de ça, je peux dire Flavien cause, est une cause, ça marche. Mais vous ne pouvez pas dire Flavien est une cause, mais il est une cause de rien. C'est la même raison pour laquelle Russell dit, on ne peut pas dire que Russell est une... pardon. On ne peut pas dire qu'un nom est un nom qui ne nomme rien. D'accord? Donc, on a besoin que les noms nomment quelque chose, et s'il y a un nom qui nomme rien, alors ce n'est pas un nom, c'est dénué de sens. Dit Russell. Alors, je sais que vous n'êtes pas tous en philosophie, vous n'avez pas tous fait la logique des prédicats, mais je vais avoir besoin dans ce qui suit juste de quelques expressions très simples. La première chose, première expression dont j'ai besoin, le E à l'envers, il existe X, ça veut dire il existe au moins un X. Ça, c'est la manière dont, en logique, on utilise les prédicats. Les quantificateurs, pardon. Ça, c'est un quantificateur. Okay, quantificateur dit existentiel. C'est lui dont on a besoin pour comprendre les descriptions définies. Il y a aussi un quantificateur universel dont j'aurai quand même besoin tout à l'heure. Alors, je le mets. Il existe pour... ça, c'est quantificateur universel et ça se lit pour tout X. On dit pour chaque X. Et puis, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Quand vous avez une expression de ce type-là, une lettre majuscule avec X, ça veut dire X a la propriété d'être F, X et F. F, vous pouvez mettre jaune, bleu ou ce que vous voulez à la place. Il existe au moins un X pour tout X, X est F. Ça, c'est et, la conjonction. Et puis, j'en ai une dernière. J'aurais l'identité, mais ça, je pense que c'est intuitif. Identique. C'est le prédicat d'identité, c'est... je vais juste mettre identique. Est identique à. J'espère que j'ai rien... Juste ajouter la négation. Ouais, la négation. Ah oui, la négation, pardon. Il n'est pas le cas que... Bien, alors, une fois que vous avez ça en main, eh ben, pardon, c'est juste un... La logique, ça vous est utile de le voir dans tous les cas, pour ceux qui n'ont pas fait encore de logique des prédicats, parce que vous l'utiliserez ensuite. Maintenant, une fois que vous avez ça, vous savez lire cette expression. Ça veut dire, il existe au moins un X tel que X et F. Donc si je dis il y a une licorne dans le langage ordinaire, dans le langage de la logique de prédicat, je vais le formuler comme ça. F, je vais l'utiliser pour symboliser être une licorne. Et ça veut dire il existe au moins un X, au moins un individu qui est tel que X est une licorne. Les X, c'est ce qu'on appelle des variables. Et ça peut nommer n'importe quoi, un X. Une personne, un objet, un cheveu, un événement, tout ce que vous voulez. Ok, ça c'est juste notre petit langage, ou grand langage, qui a été justement inventé par Frege et Russell, que je vais utiliser maintenant pour vous présenter un peu plus en détail la théorie des descriptions définies. Mais il faut... Encore une fois, vous pouvez comprendre cette théorie sans rentrer dans la formalisation qui est associée à cette théorie-là. D'accord? Donc l'idée qu'un nom est en réalité une description, vous n'avez pas besoin de ça. Mais pour la comprendre dans les détails et la formuler comme Russell le fait, on a besoin de ces quelques abréviations. C'est introduire ce langage, introduit un peu informellement ici. Alors,
qu'est-ce que dit Julie quand elle dit que Dieu n'existe pas? Ok. Eh bien, d'après, peut-être comme que je vous dise ça encore, donc il y a les x qui sont des variables, et puis en logique, je vous le disais la dernière fois, en logique des prédicats, on a des noms, et typiquement les noms, c'est les premières lettres de l'alphabet en minuscules. Hein, ça, c'est les noms, on appelle ça encore les constantes, ok, les noms propres. Alors, on s'intéresse à la phrase qui est en haut, Julie qui dit « Dieu n'existe pas ». Comment est-ce qu'on interprète ça au premier abord? Comment est-ce qu'on traduit ça dans notre logique des prédicats au premier abord? Ben, au premier abord, on va se dire A, on va l'utiliser comme un nom pour Dieu. Ok. On va utiliser F pour le prédicat exister. Existe. Et puis on a notre négation. Et donc je vais traduire comment? Dieu n'existe pas? Ouais. Non, F de A, exactement. Hein, donc ça, c'est la traduction littérale de notre phrase Dieu n'existe pas en logique des prédicats. Okay. Maintenant, Russell dit faites surtout pas ça, parce que ça c'est dénué de sens. Pourquoi? Parce que là, vous avez un nom qui nomme rien du tout. Donc, vous êtes en train de dire d'un nom qu'il ne nomme rien, qu'il a la propriété, enfin que son référent a la propriété de ne pas exister. Okay. Regarde, il y a un truc là-bas qui a la propriété de ne pas exister. Ça ne peut pas marcher. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, dit Russell? Ben, il faut substituer à notre nom une description. Et il faut arrêter de penser que exister, ça c'est l'autre aspect, c'est une propriété. Je vais revenir là-dessus. Quelle est la traduction de cette phrase pour Russell? Je vous l'ai déjà dit dans le langage ordinaire, maintenant vous l'avez dans le langage logique. C'est « il n'existe aucun x qui est tel que ce x est tout puissant, TP, et que ce x est omniscient ». J'ai mis quelque part omniscient, infiniment connaissant. C'est omniscient que je devrais mettre là pour que vous retrouviez. Et que ce x est infiniment bon. D'accord? Il n'y a aucun individu qui est tel qui satisfait ces trois prédicats. Est-ce que tout le monde arrive à lire donc les prédicats? Ça, ce n'est pas des expressions logiques, c'est juste des abréviations. Mais est-ce que la phrase, tout le monde arrive à la lire maintenant, cette phrase-là? Là-haut, c'est omniscient, vous avez dit. Comment? Là-haut, c'est omniscient. Omniscient, oui, j'ai mis infiniment connaissant, mais c'est omniscient. Je corrigerai ça après. J'ai deux corrections à faire sur cette diapo. J'enlève le prédicat être Dieu et mettre omniscient. C'est bon pour tout le monde cette phrase? Sûr? Bien. Oh. Ok. Je fais juste, avant la pause, la critique de Nietzsche de la conception... je suis bien après la pause. La critique de Russell de la conception prédicative de l'existence. Alors, ce qu'on vient de voir là, si vous traduisez la phrase précédente par ça, vous faites pour Russell une grande erreur. Vous concevez l'existence comme un prédicat d'un objet. Les objets ont deux... alors, qu'est-ce que c'est que la conception prédicative de l'existence? Ceux qui ont fait la cour de métaphysique s'en souviennent. C'est la conception naturelle au départ de l'existence. Qu'est-ce que c'est que dire que Dieu existe? Ben, c'est dire que Dieu, il a une propriété, à savoir celle d'exister. Autrement dit, vous analysez Dieu existe de la même phrase que vous analyseriez la phrase Dieu rit. Donc la conception prédicative de l'existence, c'est de dire que l'existence, c'est une propriété des objets. Okay? Donc vous avez tout un tas de propriétés. Vous êtes présent au cours d'introduction à la philosophie du langage. Vous êtes de curieux et brillants étudiants de philosophie. Vous avez tous une paire de chaussures. Et en plus de ça, vous avez la propriété d'exister. Okay? Donc ça, c'est pour la conception prédicative de l'existence, c'est celle qui conçoit l'existence comme une propriété. Est-ce que vous voyez quelques doutes qu'on peut émettre sur cette conception prédicative, qui au départ semble très naturelle? Pour l'existence, c'est que si on la met négative, ça devient problématique. Si on dit Dieu n'existe pas, on a souvent le problème de on nomme quelque chose qui serait perdu. Exactement. Ça va être la conception, la critique de Russell. Mais même avant cette critique-là, quelque chose de... Flavien, c'était ça que vous vouliez dire aussi? Mathéo? Comment on voit qu'une chose existe en dehors des autres propriétés de la chose?
Ouais, ça c'est la critique de Hume au départ, hein, de dire, Hume, vous vous souvenez, c'est un philosophe empiriste, lui il pense que toute connaissance dérive de l'expérience, il dit, moi j'ai jamais vu l'existence. Et je vois Aricia maintenant, mais je vois la couleur de la chemise d'Aricia, mais je ne vois pas l'existence d'Aricia. Regardez bien, pardon Aricia d'attirer à ce point le regard sur vous, regardez bien, essayez de voir l'existence d'Aricia, pas facile à voir. Okay, donc les empiristes, comme nous, disent en fait non, l'existence d'un objet, c'est juste cet objet. Et l'autre objection, que vous aviez anticipé Flavien et Thomas, c'est l'objection de Russell, c'est que si vous acceptez la conception prédicative de l'existence, vous êtes conduit à dire que le carré rond n'existe pas, est vrai, parce que ce que nomme l'expression le carré rond n'existe pas. Okay, mais ça c'est complètement absurde. Si le carré rond nomme quelque chose, alors d'après Russell, vous ne pouvez pas dire de cette chose qui est nommée par l'expression le carré rond, ah, vous voyez ce truc que nomme l'expression le carré rond? Vous le voyez? Regardez-le bien. Eh ben, il n'existe pas. Ah ben non, si vous le voyez, s'il est là, c'est qu'il existe. D'accord? Donc, ça, ce sont deux des principales raisons qui vont conduire Russell à abandonner la conception prédicative de l'existence pour aller vers une conception quantificationnelle de l'existence, dont vous saurez tout juste après la pause. On fait une pause de 10 minutes et on reprend à 11h20. Je te donne un exemple. Je parle de la théorie quantificationnelle. On s'amuse bien, hein, plus des fois, on fait ça dans la non, moi j'ai déjà dit, appuie le bien, le bas, il y a d'autres choses que même si c'est très bon. Ah ouais, c'est un coup d'école, j'ai un peu l'anecdote de Giacomo et la mozzarella de Nietzsche. Tu te souviens? Quand il a parlé des meurtres. Ah, comment c'était drôle! Non, mais je sais pas, moi. Effectivement.
elle a pas gagné, mais elle a fait. Moi, genre, si je fais de la couche, je ressemble vraiment à ça. Dans un bal de chef, mais vraiment, genre, là, moi, là, c'est vraiment un jour, genre, ah, c'est l'église. Ah ouais? Ah, vraiment? Genre, je rattache juste là. Alors que vraiment, genre, j'ai des cheveux, mais moi, je peux voir après, c'est bon. Mais non, mais je dirais un nez. Je ressemble un peu à. Comment ça s'appelle? Les Golas. Quoi? Mais non! Non, c'est genre l'elfe dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, l'acteur! Putain! Bah, je savais plus. C'est pas trop Ok, on s'y remet?
Bien. Alors. Vous y êtes? Donc Russell ne veut pas de l'idée que l'existence, c'est une propriété comme une autre. D'accord? Vous n'avez pas, je suis désolé de vous décevoir, vous n'avez pas la propriété d'exister. Vous en avez plein, mais vous n'avez pas celle d'exister. Alors qu'est-ce que c'est que l'existence si ce n'est pas une propriété des objets? Et bien c'est là que Russell développe cette théorie qu'on appelle la théorie quantificationnelle de l'existence, qui a une petite histoire. Elle est déjà en germe chez Hume, on a vu un instant. Kant va la pousser un peu plus avant, et c'est Russell qui lui donne sa forme la plus aboutie à ce stade. Alors, qu'est-ce qu'on dit si on souscrit à la théorie de la théorie quantificationnelle de l'existence? On commence par des jugements d'existence positive. La fille de Jean-Paul existe. Okay? Si vous êtes un partisan de cette théorie, vous pensez que ce jugement-là n'attribue pas la propriété d'exister à une personne, à savoir la fille de Jean-Paul. Ça, c'est la thèse négative. L'existence n'est pas une propriété. Alors, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une propriété? Ces jugements disent qu'il y a une certaine propriété ou un certain prédicat, on va laisser ça dans le flou ici, qui est exemplifié. Quand vous dites que la fille de Jean-Paul existe, ce que vous dites, c'est qu'il existe une entité qui est telle que cette entité est la fille de Jean-Paul. Okay? Et qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ben, cette phrase, elle a cette forme-là. Tout ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris F comme prédicat, la fille de Jean-Paul, et on dit qu'il y a un individu qui est la fille, au moins un individu qui est la fille de Jean-Paul. Ça revient à dire que la propriété d'être la fille de Jean-Paul, elle est exemplifiée. Okay? Il y a quelque chose qui porte cette propriété. Donc quand vous êtes un partisan de la théorie quantificationnelle de l'existence, vous ne pensez pas que l'existence c'est une propriété d'objet. Okay? Vous pensez que quand vous faites un jugement d'existence, vous prenez une propriété ou un prédicat et vous dites il y a quelque chose qui satisfait ce prédicat ou qui exemplifie cette propriété. Comment est-ce qu'on comprend les jugements d'existence négatifs? Le Père Noël n'existe pas. Eh bien, là encore, on ne va pas dire que ces jugements d'existence négative disent qu'il y a un objet qui ne possède pas la propriété d'exister. Ce qu'on va dire en revanche, c'est qu'il y a une certaine propriété, à savoir la propriété d'être le Père Noël, et peut-être qu'il faut la détailler, cette propriété, peut-être qu'il faut dire être une personne avec un gros ventre, une barbe blanche qui donne des cadeaux aux enfants le 24 au soir. Cette grande propriété complexe-là, eh ben, elle n'est pas exemplifiée. Il n'y a rien qui satisfait cette propriété-là. Vous avez plein de propriétés qui ne sont pas exemplifiées. Souvenez-vous des propriétés mathématiques qu'aime Frege. Être le plus grand nombre entier. Ben, c'est une propriété qui est satisfaite par rien du tout. Okay. Et c'est une bonne donnée, il n'y a rien du tout. Vous connaissez la blague, je l'ai peut-être déjà faite, c'est qu'est-ce que c'est que le papa qui demande à sa fille, c'est quoi le plus grand nombre entier? Il dit 1 223 382. Papa il dit non, 1 383 383. La petite fille elle fait ah zut, j'étais pas loin. Hein. Ah non, elle n'a pas compris qu'il ne peut pas y avoir de plus grand nombre entier. Okay, il y en a toujours un après. Pourtant, c'est bien une propriété, elle n'est pas satisfaite. Alors, ça c'est la conception quantificationnelle de l'existence. L'existence n'est pas une propriété d'objet. L'existence, c'est comme on dit parfois une propriété de second ordre. Autrement dit, c'est le fait que certaines propriétés soient exemplifiées, certains prédicats soient satisfaits. Okay, quand vous dites que quelque chose existe, en réalité, vous dites il y a un prédicat qui est satisfait. Quand vous dites que Dieu existe, vous ne dites pas qu'il y a un individu qui a la propriété d'exister. Vous dites que le prédicat complexe, être tout-puissant, être infiniment bon et omniscient, ce prédicat complexe-là, il est exemplifié. Il est satisfait par une entité. Autre citation importante, un peu longue de Russell, pardon, en anglais cette fois. The proposition the so and so exists, la proposition ce qui est ainsi existe, is significant whether true or false. La proposition ce qui est F existe a un sens, qu'elle soit vraie ou fausse. But if A is the so and so, where A is a name, mais si A est ce qui est ainsi, ce qui est F, ou A est un nom, the words A exists are meaningless. Ça, c'est important. Les mots A existent, vous voyez que A, c'est un nom, n'ont pas de sens. Donc, vous ne pouvez pas mettre un nom et après dire existe. Okay? Si je dis Patricia existe, pour Russell, ça n'a pas de sens. Si j'utilise Patricia comme un nom.
Ok. Maintenant, si je dis la représentante du think qui est entre Lisa et Aricia, là j'ai substitué pour le nom, j'ai mis une description. Et là je peux dire cette description existe, autrement dit, elle est satisfaite. If A is a name, it must name something. Grande thèse de Russell, anti-Frege. What does not name anything is not a name, and therefore, if it tended to be a name, is a symbol devoid of meaning. Un nom qui ne nomme rien ne signifie rien du tout. Il est dénué de signification. C'est même pas un nom. À l'inverse, et c'était la question que vous posiez, Patricia, quoi, whereas a description like the present king of France does not become incapable of occurring significantly, merely on the ground that it describes nothing. Donc un nom qui ne nomme rien, il est dénué de sens. Tandis qu'une description sous laquelle ne tombe rien, elle n'est pas dénuée de sens. Si vous dites l'actuel roi de France, ça c'est l'exemple célèbre de Russell, ça a encore un sens, même s'il y a personne aujourd'hui qui est l'actuel roi de France. Je saute là. And so, when we ask whether Homer existed, we are using the word Homer as an abbreviated description. Quand on se demande si Homer existait, a été, we are using the word Homer as an abbreviated description. On utilise le nom Homer comme une description abrégée. Donc, vous voyez même Homer, qui ressemble à un nom propre. D'accord, ça a une majuscule. Ça... pour Russell, Homer, ça, c'est pas un vrai nom propre. En réalité, c'est une description abrégée. Qu'est-ce que ça décrit? We may replace it by the author of the Iliad and the Odyssey. On peut le remplacer par l'expression l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. Okay? The same consideration apply to almost all users of what look like proper names. Les mêmes considérations valent pour tout ce qui semble être un nom propre. Okay? Donc la thèse de Russell, c'est vous pouvez jamais dire un nom propre plus existe, ça n'a aucun sens. Objection naturelle à la thèse de Russell, mais ça marche bien de dire le Père Noël existe, Dieu existe, Charlotte existe, etc. Réponse de Russell, non, Charlotte, Dieu, le Père Noël, c'est pas des noms. Okay? Les seuls noms pour Russell, c'est ceci, cela. Et si vous dites ceci existe ou ceci n'existe pas, pour Russell, ça c'est des expressions qui sont dénuées de sens. D'accord? Donc sa thèse, elle paraît être très forte au départ de dire vous pouvez jamais dire un nom existe, mais vous voyez que maintenant qu'il réduit tellement la classe des noms à une toute petite portion congrue de ce que nous on appelle des noms, à savoir les indexicaux, ceci, cela, un tel, toi, la thèse est moins étonnante que ce qu'elle peut sembler au départ. Je crois que je vous ai déjà donné cette citation de Wittgenstein avant, c'est un point que je vous ai dit précédemment, pardon, je reviens un peu en arrière, mais enfin, il apparaît très clairement dans les citations là. Que dit Wittgenstein au sujet de Russell? C'est le mérite de Russell d'avoir montré que la forme logique apparente de la proposition n'est pas nécessairement sa forme logique réelle. Hein? Forme apparente, forme réelle. Pour Russell, ce qui semble être un nom, la plupart du temps, ce n'est pas un nom, sauf si vous dites ceci, cela. Et par conséquent, toutes les expressions qui semblent être de la forme sujet-prédicat, en réalité, elles ont une forme beaucoup plus complexe. Oui, Charlotte. Mais ça veut dire que quand j'utilise un nom propre, je dois toujours pouvoir le remplacer par une description. Exactement. Si j'utilise Patricia, je dois pouvoir le remplacer par la personne qui est assise troisième personne depuis la droite. Exactement. Mais ça veut dire que pour décrire une personne, on peut avoir une infinité de... Je comprends pas trop comment... Alors, comment on trouve la description? Oui. Alors il y a plein de descriptions qui peuvent définir toutes les personnes qui pensent ça. Alors, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure quand je vous disais Russell, il n'a pas une recette pour trouver la description qui est associée à un nom. Sa thèse, c'est à chaque nom va être associé dans un contexte une description. Okay. Quelle est la description? Donc, vous voyez, pour Dieu, j'ai pris infiniment grand, infiniment bon, infiniment puissant, parce que c'est la description qui est typiquement associée au Dieu chrétien. Mais il y a plein de théistes qui diront pas forcément ça, d'accord? Qui peuvent dire il y a un Dieu faible, qui peuvent dire Dieu n'est pas toujours puissant, le Dieu de l'Ancien Testament, Nietzsche aimait bien le Dieu de l'Ancien Testament qui était un peu cruel, etc. Donc il dirait c'est pas la bonne description. Donc si vous attendez de Russell qui vous donne une recette pour dire quelle est la description qui correspond à Dieu ou à Patricia, c'est pas lui qui vous la donne. Il dit juste dans le contexte, quand on utilise un nom, on s'entend sur la description qui est associée à ce nom. Laquelle elle est, c'est pas mon travail à moi de vous dire ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Hein, mais son idée, c'est qu'à chaque fois, un nom
quand on utilise un nom autre que ceci ou cela, on lui associe une description. Et essayez de penser maintenant à un nom auquel on n'associe pas de description. Il vous a dit Homer là. Si je vous dis Emmanuel Macron, description associée, le président français, il y a des fois où ça va tout seul. D'accord. Si je vous dis Simon-Pierre Chevary-Cossette, le fantastique professeur de logique. Ou, oui, fantastique, ça fait partie de la description. Et vous voyez, il y a des trucs pour lesquels ça va très bien, et il y a d'autres choses pour lesquelles le contexte rend assez clair, d'après Russell, quelle est la description sur laquelle on s'appuie pour comprendre ces noms. C'est pas un réducteur pour les noms? Alors, oui, et je pense que vous allez aimer Kripke, qu'on va voir ensuite, parce que la grande thèse de Kripke, après, bien plus tard, dans les années 80, ça va être justement de dire, mais vous avez complètement, à Russell, vous avez théorie descriptive des noms, vous avez complètement oublié ce que c'est qu'un nom. Un nom propre, c'est un truc qui est collé comme une étiquette sur le front et qui dit, il a cette faculté incroyable d'attraper un objet dans le monde sans le décrire du tout. Ça, Kripke, ça va être son grand cheval de bataille contre Russell avec tout un tas d'arguments. Mais pour l'instant, on n'en est qu'à Russell. Et ce qui est important de voir, l'avantage de la position de Russell, c'est encore, je vous le disais au début, c'est révisionnaire. Dans le sens, révisionnaire, ça veut dire, ça prend ce qu'on pense être naturellement le cas, et ça nous dit non, en fait, c'est complètement les choses, la réalité est ailleurs, si vous voulez. La réalité linguistique, elle n'est pas comme elle a l'air d'être. C'est ce que dit Wittgenstein dans la citation précédente. Okay. Et ça, Russell, il l'accepte. Il dit oui, mais c'est un coût qu'il faut payer, parce que regardez, grâce à ça, vous évitez les licornes, vous pouvez comprendre pourquoi c'est pas trivial de dire Dieu n'existe pas, etc. Ou trivialement faux. Ouais. Là, vous parlez de Simon-Pierre Chevary-Cossette comme exemple. Il me semble que dans le cours de métaphysique, dans l'une des objections à la théorie, vous avez dit qu'il y avait un problème avec les existentiels singuliers. Justement, c'est compliqué avec la théorie de mettre par exemple Simon-Pierre Chevary-Cossette ou Antoine Taillard dedans, parce que je suppose que ça pose problème pour la description. Si vous voulez, soit Simon-Pierre Chevary-Cossette c'est un nom, soit c'est pas un nom. Si c'est un nom, Russell va dire Simon-Pierre Chevary-Cossette n'existe pas, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas plus de sens que Simon-Pierre Chevary-Cossette existe. Okay. Ces deux expressions n'ont pas de sens parce que vous ne pouvez pas mettre un nom plus existe après. En revanche, si c'est une description, ça a un sens. Parce que qu'est-ce que vous dites quand vous dites Simon-Pierre Chevary-Cossette n'existe pas? Vous dites le professeur de logique des prédicats en 2022-2023 n'existe pas. Okay. Ça, c'est une expression qui a un sens. Par ailleurs, elle est fausse, parce que ce professeur, il existe. D'accord. Donc ça, c'est la thèse de Russell. Après, il a la thèse additionnelle qui consiste à dire Simon-Pierre Chevary-Cossette, c'est pas un nom. Et c'est là-dessus où Kripke et Charlotte vont dire quoi? Évidemment que c'est un nom, et évidemment que les noms, ils peuvent arriver à attraper leurs objets sans forcément les décrire, et c'est ça qui est génial avec les noms, c'est qu'on arrive à faire ça. Mais ça, c'est pour la suite. Ça va? Alicia. Non, juste une question de compréhension. Est-ce que le problème, il est que avec une phrase comme X existe, ou si on reprend Julie et Jolie, est-ce qu'on peut dire Julie et Jolie, ou est-ce qu'il faut dire la fille de Paul et Julie? Alors, il y a deux choses dans votre question. Est-ce qu'il faut dire Russell, il n'est pas... je pense que c'est évidemment pas la question que vous posez, mais j'en profite pour clarifier la chose. Il n'est pas en train de nous dire comment il faut parler au quotidien. Hein. Il ne va surtout pas dire aux poètes remplacez tous vos noms par des descriptions définies. Enfin, ce serait absurde. Donc, il voit très bien qu'on se comprend. C'est juste si vous voulez connaître la vraie structure du langage et trouver la bonne métaphysique à partir du langage, il faut faire ces paraphrases que je vous propose. Okay. Maintenant, est-ce qu'il faut faire ces paraphrases-là aussi quand on dit Julie est jolie? Mais oui, parce que la vraie structure de Julie est jolie, alors en fait, c'est parce que Russell a une théorie très radicale. Si vous... En logique en général, si le fantastique professeur Chevary-Cossette vous donne à traduire Julie et jolie, je vous conseille d'écrire ça, okay, ou F de A, si vous voulez. J pour le prédicat et A pour Julie, parce que Julie, on s'entend pour le fait que c'est un nom. Mais vu que Russell il a cette théorie très restreinte des noms, Russell va dire, qu'est-ce que ça veut dire Julie et jolie? Ça veut dire, il existe au moins un, je laisse exactement un qu'on va voir dans un instant, il existe au moins un individu, attends, Julie et jolie, ça m'embête parce que Julie est belle, on va dire. Hein, donc, comment est-ce qu'on traduit Julie est belle? Parce que j'ai deux J sinon. Comment est-ce qu'on traduit Julie est belle? B de A. Ça, c'est Julie est belle. Ça, c'est ce qu'il faut répondre au professeur Chevary-Cossette. Mais
professeur Russell, vous lui donnez une autre réponse, si jamais il vient vous donner un cours. Vous dites, ah non, Julie est belle, je ne vais pas traduire ça comme ça, je vais dire, il existe au moins au moins un individu tel que cet individu, qu'est-ce que vous disiez dans votre question, est la fille de Jean-Paul, ok, disons que ça c'est f de x, c'est la fille de Jean-Paul, et cet individu est beau. Okay. Et ça vous donne la traduction de Julie est jolie pour Russell. Okay. Pourquoi? Parce que Russell ne pense pas que Julie c'est un nom à l'arrivée. Okay. La seule fois où vous mettez ça, c'est si vous avez ceci est belle. C'est mal dit, mais la personne ici est belle. Ça marche. Okay. Donc vous voyez qu'il a une conception extrêmement radicale de ce que c'est qu'un nom. Il n'y en a presque pas des noms. Mais pour comprendre pourquoi il dit ça, dites-vous bien à quelles conditions c'est bizarre de dire que quelque chose existe ou que quelque chose n'existe pas. Et c'est le seul cas quand vous dites ceci n'existe pas, où vous voyez clairement pourquoi Russell dit on ne peut pas dire d'un nom qu'il existe. D'accord? Si je vous dis ceci n'existe pas, ça n'a pas de sens. Regardez ceci. Ça n'existe pas. Non, vous voyez, ça on voit que ça ne marche pas. Tandis que c'est pour ça que Russell dit ceci, c'est le seul vrai nom propre. Okay? La seule chose qui désigne sans du tout décrire quoi que ce soit. C'est juste ceci, je le montre et tout le monde le voit. Hein? Après, Kripke, Charlotte et compagnie vont dire non, Aricia c'est aussi un nom propre, ça désigne Aricia sans la décrire. Mais ça c'est ce qu'on verra ensuite avec Kripke. Est-ce que je vous ai répondu, Aricia? Oui. Mathéo. Je ne sais pas exactement comment formuler cette objection, mais je me demande si on ne peut pas comme passer à côté du nom. Par exemple, il y avait cet exemple de Homère, c'est l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée. Imaginons qu'en fait, Homère n'était pas l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée, mais que c'était un autre auteur. Donc il y aurait eu une erreur historique sur qui a écrit le texte, et donc on devrait se retrouver à dire oui, Homère existe parce qu'il y a un X qui a été l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée. Mais ce n'est pas celui dont on voulait parler au départ. Oui, exactement. Alors ça, c'est exactement le genre d'objection, vous êtes dans le camp de Charlotte et Kripke, que va discuter Kripke en disant, parfois on a un nom qui réfère à quelque chose, qui continue à référer à cette chose, même si les descriptions associées à ce nom sont fausses. L'exemple de Kripke, c'est... Ouais, vous prenez Aristote par exemple. Donc vous dites Aristote, nous on pense que c'est l'élève de Platon, et supposez qu'on découvre qu'en fait Aristote c'était pas l'élève de Platon, mais c'était un imposteur qui a écrit des textes en grec ancien après la Seconde Guerre mondiale et qui a réussi à faire des parchemins et tout. Kripke dit Aristote c'est quand même un nom pour cette personne. Donc c'est pas parce que vous avez une description associée au nom qui est fausse que le nom a cessé de référer. Là, Aristote, en l'occurrence, c'est bien un nom et ça réfère à l'imposteur qui, en 1945, a prétendu être un vieux philosophe. Mais ça, on y revient avec Kripke. Vous avez, mais ça me rassure en un sens que vous voyez la tension qu'il y a entre cette notion des noms, ses avantages russelliennes des noms, et d'un côté, on perd un peu l'idée de ce qu'on appelle un nom. Alors, ce que je veux faire maintenant, il reste 20 minutes. Donc, on a parlé de description jusqu'ici. Il y a une grande distinction que Russell va introduire entre ce qu'il appelle des descriptions indéfinies et des descriptions définies. La distinction, elle est très facile à comprendre informellement. C'est juste la distinction entre une licorne et la licorne. D'accord ? Et la différence entre les deux, c'est quand vous dites une licorne, vous ne dites pas forcément qu'il n'y en a qu'une seule. C'est compatible avec le fait qu'il y ait deux licornes. Tandis que quand vous dites la licorne, là, vous voulez dire la licorne unique dont je suis en train de parler. Alors, prenez la phrase « Une pie est posée sur la fenêtre ». Ah ben, on va faire un petit exercice. Comment est-ce que vous analysez ça avant d'avoir lu Russell? Si le professeur Chevary-Cossette vous demande de traduire ça, comment est-ce que vous faites ici? On pourrait mettre F de A simplement pour dire que être posé sur la fenêtre c'est le prédicat, et dit c'est le nom. Vous faites simple, et posé sur la fenêtre. J'espère. Bon, a priori, il y a quand même une relation, c'est-à-dire est posé sur, ok, ça c'est plutôt une relation. Vous pouvez dire une pie, c'est un nom, d'accord,
Et puis, la fenêtre, c'est un nom. On peut même dire la fenêtre, c'est un prédicat. On va dire, le nom, c'est une pie. Le prédicat, c'est... Ah oui, j'ai fait comme vous. J'ai été aussi flemmard que vous. Et posé sur la fenêtre. Donc voilà, ça va. Ok, on fait ce gros prédicat complexe. Donc ça vous donne... je ne l'ai pas mis, mais ça vous donne F de A. Pour Russell, quelle est maintenant comment est-ce qu'il faut lire une pie, ici? Donc là, nous, on a utilisé F de A. Hein, mais qu'est-ce qu'on dit pour maintenant? On veut la traduction russellienne. Ça va? Lisa, pardon. Ouais. Il existe. Il y a au moins un individu qui est une pie, et cet individu est posé sur la fenêtre. Ok? Et ça vous donne, en logique, c'est la même chose que vous avez là. Il y a au moins un x, tel que x est une pie, et x est posé sur la fenêtre. D'accord? Donc ça, c'est la bonne forme de la phrase pour Russell. Avec là, on a ce quantificateur en logique et dans le langage ordinaire. C'est un quantificateur qui nous dit il y a au moins un. Okay. Mais maintenant, si vous revenez à ce qu'on appelle, nous, des noms propres, on a défini les noms propres et Russell ne veut pas renoncer à ça en disant c'est des expressions qui capturent un et un seul individu. C'est ça qui distingue un nom propre d'un nom commun. D'accord? Si je dis Aricia maintenant, Russell veut dire Aricia, c'est pas un nom, c'est une description, mais il veut garder l'idée que Aricia, ça sélectionne une seule personne, ici. Alors, comment est-ce qu'il fait pour... j'avais encore un exemple là. Laissez-moi quand même vous faire ça. Gardez en tête l'idée qu'on a l'unicité, une seule personne à faire. Pardon, j'ai anticipé un peu trop. Maintenant, une autre phrase. J'ai rencontré quelqu'un. Comment est-ce qu'on traduit ça? Si vous êtes Frege, vous allez dire, c'est facile, ça, c'est un bon nom propre pour le coup. C'est moi, il n'y a pas d'option. Quelqu'un, vous allez dire, ça c'est un nom. Frege dirait pas exactement ça comme ça, mais je caricature un petit peu. Et puis, et rencontrer, R, c'est un prédicat dyadique. Donc la phrase, vous allez dire, j'ai rencontré quelqu'un. Okay, ça, c'est la traduction facile. Comment est-ce que vous faites si vous êtes seul? Vous allez dire, ah non, il n'y a pas un nom, il n'y a pas de nom et un prédicat. Il y a un nom, un prédicat et une description indéfinie. Il y a bien un nom, c'est je, ça marche. Quelqu'un, vous allez dire, ça c'est au moins un x tel que x est une personne. Et rencontrer, R, vous allez dire, ça c'est un prédicat, et rencontrer, là c'est la même analyse que Frege, un prédicat dyadique. Donc pour j'ai rencontré quelqu'un, vous allez dire, il y a au moins un individu tel que cet individu est une personne et que j'ai rencontré cette personne. D'accord? Ça c'est la traduction russellienne. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus lourde que la traduction fréguéenne. Mais elle a les avantages que vous savez maintenant. Ah, le mot du jour. Je ne vais jamais y arriver à l'unicité. Le mot du jour. Ah, janotisme. Qui sait ce que c'est qu'un janotisme? Personne? Un janotisme. C'est une construction défectueuse d'une phrase provoquant des équivoques grotesques. Par exemple, il offrit une fleur à sa femme qui était fanée. Je vais m'occuper du vieux chien de ma belle-mère qu'on ne va pas tarder à faire piquer. J'ai rapporté des cadeaux pour les enfants qui sont dans la valise. Le fuyard a été arrêté au volant d'une camionnette par des gendarmes en état d'ébriété. Mais c'est le chat de ma grand-mère qui grimpe tous les jours au rideau, etc. Deux ajouts. C'est un Romain Gary dont on a parlé c'est un des exemples chez Frege, pour l'identité. Émile Ajar, Romain Gary, même auteur de La vie devant soi, utilise beaucoup ça dans son livre La vie devant soi. Et ça vient d'une pièce du XVIIIe siècle de quelqu'un surnommé Dorvigny, dont j'ai oublié le nom original, que vous avez en ligne ici, où il y a le héros qui s'appelle Janot, qui n'arrête pas de faire ce type d'expression là. C'était les janotismes. Alors, on revient à nos licornes. Alors, quelle est la... Je ne suis toujours pas à l'unicité, pardon, je vous l'ai annoncé trop tôt, mais gardez-le en tête. On veut arriver à dire un et un seul. Là, on est dans les descriptions indéfinies, toujours. Ce que dit Russell, ça a une conséquence importante pour la vérité, la valeur de vérité de phrases telles qu'une licorne est posée sur la fenêtre. Pour Russell, et maintenant vous commencez à, j'espère, prendre le pli, quand vous avez une phrase du type « une licorne est posée sur la fenêtre », la vraie structure de cette phrase, c'est « il y a au moins un individu qui est une licorne et qui est posé sur la fenêtre ». Okay. Il existe au moins x, tel que x est une licorne et que x a la propriété d'être sur la fenêtre.
On évalue la valeur de vérité de cette phrase maintenant. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Pour que cette phrase soit vraie, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait un individu qui ait une licorne, et il faut d'autre part que cet individu soit posé sur la fenêtre. Est-ce qu'il y a un individu qui a une licorne? Non. Donc cette phrase est fausse, directement. Okay? Donc pour Russell, quand vous avez une licorne est posée sur la fenêtre, la conséquence immédiate de sa théorie, c'est que cette phrase est fausse, parce qu'il n'y a pas de licorne. D'accord? Pas parce qu'il y a une licorne qui n'est pas posée sur la fenêtre, mais juste parce qu'il n'y a pas de licorne. Si vous disiez qu'une licorne est un nom, vous devriez dire cette phrase-là, pour Russell, elle est dénuée de signification, parce que c'est un nom qui réfère à rien, donc ce n'est pas un nom. Okay? Donc lui dit, une licorne, c'est une phrase, une description déguisée. Il y a un individu qui est une licorne. Okay? Et ça, ce n'est pas le cas. Donc ces phrases sont fausses. À chaque fois que vous avez une description, vous pouvez vous demander si cette description est satisfaite. Si elle l'est, la phrase a des chances d'être vraie. Si vous dites une pie est posée sur la fenêtre, ça peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il y a une pie, il y a au moins un individu tel qu'il est une pie, c'est vrai. Et puis vous allez regarder ensuite s'il est effectivement sur la fenêtre. S'il est sur la fenêtre, la phrase est vraie. S'il n'est pas sur la fenêtre, la phrase est fausse. Mais pour d'autres raisons que la raison pour laquelle cette phrase-là est fausse. On en arrive enfin aux descriptions définies maintenant. Alors, jusqu'à maintenant, on a fait les descriptions indéfinies. Une pie est posée sur. Maintenant, on veut les descriptions définies. Une et une seule pie est posée sur la fenêtre. Pourquoi on a besoin des descriptions définies? Comme je le disais tout à l'heure en prenant l'exemple d'Aricia, parce que quand je dis Aricia, même si Aricia c'est une description, je veux garder cette caractéristique des noms propres, qui est que les noms propres attrapent une seule entité, une seule personne en l'occurrence. Donc les descriptions définies, elles commencent généralement non pas par un, mais par le. Exemple typique de description définie, le père de Julie. Okay? Le père de Julie, c'est une description définie, chante, c'est le prédicat. Alors la grammaire de surface, encore une fois, vous avez le nom, le père de Julie, vous avez le prédicat, chante, et puis vous pouvez dire, c'est un nom qui satisfait un prédicat. La grammaire profonde, pour Russell, elle va être évidemment de faire appel aux descriptions. Il va dire, il y a au moins un individu qui est le père de Julie, mais ça ne nous suffit pas pour dire qu'il n'y en a qu'un. Alors nous, on peut tous savoir que s'il y a un père, il y en a forcément qu'un. Mais si on veut dire, on veut dire explicitement qu'il y en a pas simplement au moins un, mais au plus un, il faut rajouter cette notion d'unicité. Il y a au plus un individu qui est le père de Julie. Quand vous avez ces deux choses-là, et cet individu chante, quand vous avez ces deux choses-là, non pas simplement au moins un, mais aussi au plus un, vous avez ce que Russell appelle une description définie, qui attrape un et un seul individu. D'accord ? Une description indéfinie, elle attrape au moins un individu. Une description définie, elle attrape exactement un individu. Au plus un et au moins un. Okay ? Donc ce que dit cette phrase pour Russell, c'est qu'il y a exactement un individu qui est tel qu'il est le père de Julie et qu'il chante. Et là, ça vous donne cette expression encore plus compliquée que vous avez ou que vous allez voir en logique des prédicats. Je vous la dis en deux mots pour que vous compreniez, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ici, comment est-ce qu'on fait pour exprimer en logique exactement un? On va introduire cette notion d'identité, ce qu'on appelle ce qui est un prédicat d'identité, et on va dire la chose suivante, on va dire il existe au moins un individu tel que c'est le père de Julie, et pour tout individu, s'il est le père de Julie, alors il est identique à notre premier individu. Pourquoi est-ce qu'on fait ce détour? Vous voyez bien, on veut dire il n'y a qu'un père de Julie. Okay? Comment est-ce qu'on fait? On dit il faut qu'il y en ait au moins un. Comment est-ce qu'on assure pour dire qu'il y en a au plus un? On dit n'importe quel individu qui est le père de Julie, il sera identique au père de Julie dont je vous ai parlé à l'instant. D'accord? Donc vous êtes sûr qu'il n'y en a qu'un à l'arrivée. Ça c'est la manière d'exprimer l'unicité en logique. Et grâce à ça, donc exactement 1, vous pouvez ensuite exprimer exactement 2, exactement 3, etc. Ce n'est pas crucial pour le point important de la théorie de Russell ici, c'est plutôt un morceau de cuisine logique qui est important. Parce que vous vous souvenez, je crois vous l'avoir dit, que chez Frege et Russell, il y a ce qu'on appelle ce programme de logiciste de réduction des mathématiques à la logique. Et une des choses qu'on veut pouvoir faire, c'est de réduire pour commencer les nombres entiers de l'arithmétique. Et ça, c'est le début, les linéaments de cette réduction des nombres entiers à la logique. C'est un programme dont on considère aujourd'hui qu'il a échoué, mais il y a en tout cas un certain nombre de notions mathématiques qu'on peut exprimer logiquement. Donc cette phrase-là, elle dit, il y a un seul individu tel qu'il est le père de Julie. Si on fait la phrase totale, le père de Julie chante,
On dit il y a un seul individu tel qu'il est le père de Julie. J'ai juste copié-collé ce que je viens de vous dire là. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Vous me faites juste confiance que ça veut dire il y a un seul individu tel qu'il est le père de Julie. Et vous dites de cet unique individu qui est le père de Julie, qu'il chante. Okay. Donc évidemment que c'est beaucoup moins beau et c'est beaucoup plus lourd que la phrase originale. Mais Russell dit c'est un prix qu'il vaut la peine de payer. Conséquence, la phrase pour la vérité des phrases. Prenez une phrase comme le roi de France est chauve. Qu'est-ce que dit cette phrase? Pour Russell, la bonne manière de dire, la manière profonde de dire, profonde pas dans le sens, que d'ailleurs j'ignore totalement de ce que veulent dire les gens quand ils voient quelque chose de profond, mais la structure profonde dans le sens non apparent, c'est il y a un et un seul individu qui est le roi de France et qui est chauve. D'accord? C'est ce que vous dites quand vous dites que le roi de France est chauve. Maintenant, on se demande si cette phrase est vraie. Ben, c'est facile pour Russell. On oublie la traduction logique, comme je vous ai dit, ce n'est pas le point crucial du tout ici. Comment est-ce qu'on évalue la valeur de vérité de cette phrase? Ben, on commence par vérifier qu'il y a un individu qui est le roi de France, puis ensuite on regarde s'il est chauve. Okay? On regarde est-ce qu'il y a un individu qui est le roi de France? Ah ben non, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas besoin de vérifier qu'il soit chauve, la phrase est fausse. Okay? Donc cette phrase est fausse pour Russell. Alors, pour bien comprendre la théorie des descriptions, vous pouvez vous poser des définis et indéfinis de Russell, vous pouvez vous poser la question de quoi on parle lorsqu'on utilise des descriptions. Lorsqu'une phrase contient un nom, elle parle de la référence de ce nom. Donc, si vous dites Julie ou si vous dites ceci, on fait l'hypothèse qu'on parle de nom ici, on parle de ce à quoi ce nom réfère. Souvenez-vous la distinction usage-mention. Quand vous utilisez un nom, vous mentionnez la référence de ce nom. Okay? Mais de quoi parlent les descriptions, okay, pour Russell? Eh bien, les descriptions, dit Russell, elles nous parlent non pas d'objets dans le monde, mais elles nous parlent des prédicats. La licorne court ne nous parle pas d'une licorne, mais elle nous dit simplement que être une licorne, le prédicat être une licorne et le prédicat court sont des prédicats qui sont satisfaits par un seul individu. Ou si vous préférez parler en termes de propriété, elle nous dit que les propriétés être une licorne et la propriété court sont des propriétés qui sont exemplifiées par un même porteur. Okay. Si vous dites j'ai vu un centaure, vous dites que la propriété d'être un centaure est exemplifiée par quelque chose et que vous avez vu cette chose qui a la propriété d'être un centaure. Bref, tout ça c'est un peu une paraphrase de ce que je vous ai dit jusque-là. Le point important ici, c'est qu'il y a une forme d'ascension, ce qu'on appelle une ascension sémantique. Quand vous utilisez une description définie, quand vous utilisez un nom, vous parlez directement de la chose. Si je dis ceci, je parle des clés. Mais si je dis maintenant mes clés, je suis juste en train de dire le prédicat d'être les clés d'Olivier Massin est satisfait par un individu. Je suis en train de parler d'un prédicat et de dire de ce prédicat que quelque chose satisfait ce prédicat. Alors, les noms. Les noms dans tout ça, ben là j'en viens à l'idée que je vous ai déjà présentée. Qu'est-ce qui compte pour un nom, pour Russell? Les seuls noms, je vous ai dit pour Russell, c'est ce qu'il va appeler les démonstratifs. Ceci, cela, celui-ci, celle-là. J'y reviens pas, je vous l'ai déjà dit. Par conséquent, quand vous dites ceci n'existe pas, c'est dénué de sens. Voici ce que dit Russell en 1919. We may even go so far, lui-même est conscient d'aller très loin. We may even go so far as to say that in all such knowledge as can be expressed in words, with the exception of this and that, and a few other words of which the meaning varies on different occasions, no names in the strict sense occur, but what seems like names are really description. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Sauf quand vous dites ceci et cela, tout ce qui semble être un nom, en réalité, c'est une description. Flavien. Oui, c'est par rapport à ce dont parlent les descriptions, vu que visiblement on fait référence plutôt à des prédicats et de leur exemplification par des individus. Vu qu'il y a ces individus, est-ce qu'on a besoin, pour la théorie de Russell, de faire appel à des particuliers nus? C'est-à-dire des objets sans propriété. Bon, lui va dans ce sens très clairement, mais votre question, elle est est-ce que c'est impliqué par sa théorie? Ouais. Pas forcément, parce que c'est quoi l'alternative aux particuliers nus? C'est d'avoir des faisceaux de propriétés. Et vous pouvez dire, quand vous dites, quand je dis le Père Noël existe, quand je dis Dieu existe, je dis l'individu tout-puissant existe. Tout ce que je peux être en train de dire, c'est que la toute-puissance est exemplifiée par un faisceau de propriétés.
qui inclut être tout puissant, mais aussi être infiniment bon, être barbu, être le père de Jésus, etc. Donc non, en fait, vous pouvez très bien avoir la théorie des descriptions définies sans avoir en métaphysique la théorie des particuliers nus. Hein, c'est le... Bon, pardon, là, c'est un peu une question private joke pour ceux qui ont suivi le cours de métaphysique, mais la réponse est... Patricia. Dans une analyse que vous avez fait avant, vous avez aussi, je pense, gardé je comme nom pour Français. Ouais. Est-ce que les pronoms personnels aussi, comme les démonstratifs, sont des vrais noms? Oui, là, il est un peu radical là, en disant ceci et cela, parce que lui, il pense à des références, à des choses externes. Alors, il y a eu il y a une littérature gigantesque sur la manière dont fonctionne je, si c'est une description, si c'est un nom de soi-même, si vous pouvez remplacer je par Patricia dans les phrases, il y a, dans certaines conditions oui, mais dans d'autres pas. Mais je pense que la théorie la plus plausible à lui attribuer, c'est que je, c'est un nom propre pour la personne qui parle ici. Un des rares noms, vrais noms, okay, qui n'est pas associé à une description. Mais pas les autres pronoms personnels. Ah, tu, toi, nous. Un des problèmes avec tous ces pronoms-là, c'est qu'en fait, ils disent quand même quelque chose. C'est-à-dire que je, ou tu, ou vous, il y a un petit contenu descriptif qui dit je, c'est la personne qui est en train de parler, okay, si vous voulez faire ça. Tu, c'est la personne à qui elle est en train de s'adresser. Et en plus, comme il y a la règle tutoiement, vouvoiement en France, vous pouvez dire à qui le locuteur peut s'adresser dans ces termes-là. Donc vous pouvez toujours retrouver, c'est assez tentant d'associer je, tu, vous, nous à des descriptions, même qui sont des descriptions un peu vides, mais qui sont des descriptions. Et c'est pour ça que Russell, lui, il s'ancre sur ceci, cela, parce que ceci, cela, vous pouvez toujours dire il y a une description, l'objet qui est ici au bout de mon doigt, puis ça c'est ce que diront un certain nombre de personnes sur l'indexicalité, dire en fait, même ça c'est un contenu descriptif, et on n'a jamais de désignation pure. Mais ouais, vous voyez l'idée, la description la plus pure que vous pouvez avoir, c'est ceci, cela. Je pense que ça, c'est la thèse de Russell. Et dès que vous avez d'autres choses comme je, tu, il y a comme un petit contenu descriptif supplémentaire qui vient se glisser, qui n'épuise pas forcément la référence, mais qui est au moins une partie du contenu. Combien de temps il me reste? 3 minutes. Ah. Alors, c'est bien, je vais boucler la boucle comme ça. Donc, on est parti de Frege. Qui, vous souvenez-vous, distingue le sens et la référence. On a maintenant une théorie russellienne de la référence des noms et des descriptions définies qui n'a jamais parlé de sens. Que pense Russell du sens? Il n'en parle pas, mais en général, il est largement... Enfin, il en parle dans sa correspondance à un moment avec Meinong, mais en général, il est admis que Russell ne souscrit pas à la théorie russellienne du sens, et que pour Russell, il adopte la première théorie de Frege. Vous vous souvenez de la première théorie de Frege, la théorie toute simple, qui disait le sens d'un nom, c'est identique à sa référence. Il n'y a pas de distinction entre le sens du nom et la référence. Frege ne voulait pas de cette théorie pour la raison qu'on ne pouvait pas comprendre, notamment pourquoi certains jugements d'identité étaient informatifs. Question pour Russell, comment est-ce que tu fais pour résoudre les énigmes de l'informativité de certains jugements d'identité? Et je vois... je ne vais pas répondre à cette question aujourd'hui. Je vous la donne comme devoir pour la semaine prochaine. Maintenant, vous avez la théorie russellienne des descriptions définies. Okay, vous avez deux types de noms. Vous avez les vrais noms, ceci, cela, et vous avez les descriptions définies. Okay, et vous revenez à l'énigme de Frege. Comment vous faites pour comprendre que l'étoile du soir est identique à l'étoile du matin? C'est informatif. Okay. Frege disait, si on n'introduit pas le sens, on ne s'en sort pas. Mais maintenant, Russell, avec sa théorie des descriptions définies, il va pouvoir avoir une autre réponse à ça, qui se dispense du sens et qui peut nous expliquer la différence entre l'étoile du soir et l'étoile du soir, et l'étoile du soir et l'étoile du matin. Et c'est à vous de la découvrir et de poster la réponse sur le forum. Le premier qui donne la bonne réponse gagne une fraise Tagada. Très bonne semaine à vous tous.